Entre les vignes, cette semaine, rencontre avec Alice Rion. C'est une jeune vigneronne de Vosne-Romanée dans la Côte d'Or et elle s'est convertie à l'œnotourisme. Puis je vous emmène faire un petit tour du côté de la Savoie, au domaine Genoux, une jolie propriété de 12 hectares construite autour d'une bâtisse médiévale. Et nous retrouverons évidemment Olivier et Guilherme, notre chef et notre sommelier. Et pour tout ce qui concerne le vin, n'hésitez pas à poser vos questions à Jacques Legros de terreetvigne.com. J'habite un appartement, je n'ai pas de cave et je voudrais savoir si je peux conserver du vin. C'est vrai que, honnêtement, je connais peu de gens qui à Paris ont une cave voûtée, magnifique, avec une température à 12-14 degrés, un sol en terre battue. Honnêtement, c'est vrai que ça n'existe quasiment pas. Bon, cela dit, on peut quand même acheter et conserver du vin chez soi, dans son appartement, en ville et à Paris notamment. Évidemment, le mieux, c'est d'acheter ce qu'on appelle une cave électronique. Vous savez, ces sortes de réfrigérateurs dont la qualité principale, c'est de maintenir une température constante pour le vin, c'est très important, de le mettre à l'abri de la lumière, c'est très important, on va en parler, et puis surtout d'éviter au maximum les vibrations, parce que le premier défaut d'un réfrigérateur classique, c'est de vibrer. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs ennemis. Le vin a des ennemis qui sont vraiment très très dangereux pour lui. Le premier ennemi, c'est l'air. L'air, évidemment, vous le savez, quand on ouvre une bouteille, si on la laisse ouverte, le vin ne va pas rester bon très très longtemps. Donc même s'il a besoin de l'air, un peu d'air à travers le bouchon pour vieillir naturellement, l'ennemi principal, c'est trop d'air pour le vin, ça l'oxyde. Bon. Le deuxième, c'est la lumière. Il faut savoir par exemple qu'une bouteille de champagne mise en pleine lumière, et vraiment une lumière relativement vive, au bout de 2 semaines, même pas ouverte, hein, le champagne n'est plus bon à boire. Alors, une lumière normale, il ne s'agit pas de mettre le vin dans le noir. Une lumière normale ne sera pas mauvaise pour le vin, à la condition de ne pas le garder des années. Mais une lumière trop vive, c'est très mauvais. Ensuite, il y a la température, je l'ai dit déjà. La température idéale, c'est 12-14 degrés. Mais le plus important, ce sont les écarts de température. Pas de vin à côté d'un radiateur, d'un chauffage par exemple. Et qu'un vin passe de 12 degrés à 25 degrés, 12 degrés, 25 degrés, là vous allez le tuer radicalement et très très vite. Donc température élevée, pas trop grave, mais surtout pas d'écart de température. Et puis je le disais aussi, les vibrations. Les vibrations, ne mettez pas votre caisse de vin que vous venez d'acheter sur la machine à laver, le linge ou le sèche-linge, parce que ces vibrations-là sont vraiment très très mauvaises pour le vin. Alors, le pire, pour moi, ce sont les odeurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ranger du vin à côté d'un fromage qui sent fort, à côté de pétrole, bon c'est plus rare dans un appartement, mais il y a ça aussi, et surtout à côté du poireau. Le poireau c'est très très mauvais, et surtout l'ail. Une bouteille bien bouchée, bien fermée, rangée à côté d'un chapelet vous savez, de gousses d'ail, vous tuez le vin en 3 mois. Parce que l'odeur va quand même réussir à pénétrer le bouchon et pénétrer jusqu'au vin, et là il va tuer le vin. Donc les odeurs, c'est presque encore ce qu'il y a de plus important. Alors il y a une chose à savoir aussi, c'est que quand on a ouvert un vin, qu'il est sur la table, au début du repas, quand le vin sera apporté sur la table à bonne température, 14, 15, 16 degrés, jusqu'à 18 maximum, hein, entre 14 et 18. Il va au fur et à mesure se mettre à la température de la pièce et il va changer de goût. Vous ne boirez pas le même vin au début de la bouteille et à la fin de la bouteille. Donc il est important de le mettre dans ce qu'on appelle un cache-bouteille en terre. Vous savez, les cache-bouteilles en terre cuite, souvent en terre brute, ça permet de maintenir le vin sur la table à bouteille à température constante. Donc voilà, quelques conseils. Pas de panique, vous pouvez très bien acheter du vin chez vous, à Paris, et le garder plusieurs années. Il restera bon à la condition de respecter les petits conseils que je viens de vous donner. Il y a 4 ans, Alice Rion décide de reprendre le domaine familial de Vosne-Romanée en Côte d'Or. Et comme elle est très attachée à ses clients, elle décide de développer l'œnotourisme. Elle les accueille chez elle avec son vin, mais aussi ses truffes. Alors en totalité, le domaine est fait de 8 hectares de vignes, assez étalés sur plusieurs appellations, de Nuits-Saint-Georges, Vosne-Romanée, Chambol-Musigny, Claude-Vougeot Grand Cru et les appellations régionales blanc, rouge, rosé également. Je me suis installée en 2008, à la fin de mes études au lycée viticole de Beaune.
C'était un peu vraiment une continuité dans le domaine qui est ici à Vonne-Romanée depuis 5 générations, depuis 1896. Donc toujours de père en fils et puis aujourd'hui de père en fille. Depuis toute petite, je disais à tout le monde que je voulais être vigneronne pour le plaisir du vin, du métier, la diversité. C'est vraiment ça qui m'a toujours attirée. L'objectif actuel est plutôt de préserver ce que les générations précédentes ont réussi à acquérir en qualité, en respect du terroir, etc. Préserver, continuer à améliorer petit à petit, mais sans non plus tirer un trait sur le passé. Depuis mon installation, on a surtout amélioré le moyen de réceptionner la récolte par des bacs, une sauterelle, un fenwick, pour vraiment travailler dans le respect des grumes, garder les grumes intactes le plus possible. On a vraiment commencé à travailler plus par gravité pour respecter plus le fruit et gagner aussi en finesse de tanin dans nos vins. Par mon arrivée sur le domaine, ça a permis avec mes parents d'être beaucoup plus présents sur place au domaine, ce qui veut dire plus d'ouverture à la clientèle de passage. On remarque que la demande est de plus en plus forte là-dessus. Le tourisme en Bourgogne est en train d'exploser et on a développé ça au bon moment. Donc on a comme projet d'avenir de développer, pourquoi pas, des petits ateliers culinaires pour associer la truffe et le vin. Les deux produits, nos deux produits passion au domaine, avec l'idée de cours de cuisine, toujours en mettant la truffe en avant, les produits bourguignons et en associant avec nos grands vins. Le domaine porte déjà le nom de mon père et de ma mère, donc les clients avaient déjà l'habitude d'une présence féminine dans le domaine. Souvent les femmes étaient plutôt en arrière-plan, pas forcément mis à l'égal du mari dans les domaines, alors qu'elles font tout autant de travail. Et maintenant, la mentalité a quand même bien changé et c'est vrai que les gens prennent plutôt ça de manière très positive. Ils sont contents de retrouver des vins un peu féminins, comme ils disent. C'est quoi tous ces bouchons que tu m'as apportés, Guilherme? Alors aujourd'hui, je voulais t'expliquer la différence qu'il y a, qu'on peut trouver sur les bouchons en liège ou les bouchons en plastique. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est pour la partie historique, c'est que les bouchons sont apparus seulement vers la fin du XVIIe siècle. Avant, c'était des chevilles en bois entourées de chanvre avec un peu d'huile pour adhérer, mais c'était pas très pratique. L'avantage du liège, c'est que ça respire, ça peut faire respirer le vin. Et comme ça, il peut vieillir dans le temps. C'est ça qui est important. Tu as plusieurs variétés de liège, de bouchons, pardon. Tu vois, même moi je m'y trompe. C'est les bouchons qu'on appelle traditionnels, comme celui que tu es en train de porter, ou encore ceux qu'on appelle un peu comme ceci en colmaté ou aggloméré. C'est du liège qui est compressé avec de la colle. De la colle voilà. Je pensais pas qu'il y avait de la colle dans les bouchons en fait. Eh bien oui, malheureusement ça peut exister. Donc en fait les vignerons s'en servent tout simplement parce que ça coûte moins cher, ça fait son travail d'extensionnalité et c'est peut-être plus simple pour eux. Mais... Et pourquoi des longs et des courts en fait? Alors tout simplement c'est un gage aussi de qualité que tu mets parce que même si celui-ci on va appeler un bouchon traditionnel, celui-ci également, si tu veux, le coût de production n'est pas du tout le même. Celui-ci est nettement plus onéreux. J'imagine. Cela dit, il est beaucoup plus certifié pour durer dans le temps, comparé à un bouchon plus restreint comme ça. Et le plastique? Le plastique, c'est un remède contre des vins qui peuvent, on dit, bouchonner. Tu sais, dans les restaurants, on voit souvent les sommeliers ouvrir la bouteille et puis sortir le bouchon. Donc ça, c'est des premiers signaux. C'est les premiers signaux pour justement savoir si la bouteille a un défaut ou pas. Et généralement, je dis bien généralement, ça provient donc de l'arbre qui est malade. Et du coup, en faisant le bouchon de cette écorce, quand on met en bouteille, ça va altérer malheureusement le vin. Oui. Donc si tu veux... Ouais, le bouchon en plastique pour aller par exemple sur des vins blancs, sur des vins rosés, sur des vins assez jeunes,
qu'on a dégusté dans l'année ou dans les 2 ans, ça peut être un remède. Oui, il y a moins de risques en fait. Il y a plus de risques, zéro risque en fait même. Exactement, il n'y a plus de risque du tout. Cela dit, ça peut donner très légèrement un goût de plastique malheureusement. Même sur des vins jeunes? Même sur des vins jeunes. Et alors, pour le côté pratique, je ne sais pas si tu as déjà vu ce genre de bouteille. À vis, si. Exactement. J'avoue que j'aime moins, mais après... Nous, tu sais, en France, on est très tradition, donc on a besoin d'entendre le bruit du bouchon. Oui, j'aime bien et autres. aussi, ouais. Cela dit, ça marche très bien à l'étranger, parce qu'ils ont moins de ces traditions-là. Et je t'avouerai, alors, côté pratique, hop, c'est beaucoup plus simple. C'est vrai. Et puis, il y a une étude qui a été faite sur la maîtrise des vins blancs et la droiture. En fait, ça les rend plus nets à la dégustation que certains vins avec un bouchon en liège. C'est plus pratique, ça coûte moins cher, mais bon, en France, on est encore un petit peu fermé sur ce genre de choses. On va y venir petit à petit. J'espère. Je pense. En tout cas, il y a des chercheurs qui sont en train de travailler sur le marché français en mettant une petite puce sous la capsule pour que ça recrée le bruit du bouchon lorsqu'on ouvre la bouteille. Eh bien, la technologie. Hein. Exactement. Merci. Je t'en prie. Nous partons tout de suite en Savoie, au domaine Genoux. Alors, c'est un vignoble de 12 hectares, planté autour du château de Mérande, et les vignes sont cultivées en biodynamie. Alors, si comme moi, vous ne savez pas ce qu'est la biodynamie, je vous laisse le découvrir dans le reportage. On se situe au château de Mérande, donc au domaine Genoux, et on a la chance d'avoir une bâtisse assez originale pour la région. Pour le corps central du bâtiment, il est daté du XIe siècle. Il faut savoir qu'à Arbin, il y avait une activité médiévale, avec aussi un site gallo-romain. Donc tout le secteur de Mérande, le quartier de Mérande où se trouve le domaine et le château, on est sur un site gallo-romain. Il y a eu des fouilles qui ont été faites avec des vestiges qui ont été trouvés. Nous, on a 12 hectares de vignes. Donc les 2/3 du domaine sont plantés en mondeuse, donc qui est le grand cépage rouge de la Savoie et qui est le cépage emblématique de la commune d'Arbin. J'ai aussi 2 hectares de Chignat-Bergeron en cépage Roussanne et 1,5 hectare de Roussette avec le cépage Altesse. La totalité est travaillée en biodynamie depuis 4 ans. On est simplement dans un respect du terroir. Pour nous, ça peut passer que par cette mise en œuvre du travail du vigneron par la biodynamie. Donc un respect du sol, les sols sont pas labourés mais simplement griffés, un enherbement naturel, des traitements le plus naturel possible aussi, puisqu'aujourd'hui on est à 80% à base de plantes, avec des plantes qu'on ramasse quasiment nous-mêmes aussi. Donc voilà, quoi. C'est un tout, c'est une philosophie de travail et puis un état d'esprit, quoi. Je crois que ça peut marcher que comme ça, quoi. C'est vrai que nous on travaille avec des levures indigènes, il n'y a pas de filtration sur les vins, les collages on évite aussi, donc tout du moins on essaye de respecter au maximum ces qualités, tout du moins la typicité de ces cépages pour les mettre en valeur, quoi. Et c'est vrai que depuis 4 ans, moi je trouve qu'on a gagné beaucoup en profondeur sur les vins, en verticalité, en minéralité, même sur les rouges, c'est ça qui est assez surprenant. Donc le travail commence à payer et c'est vrai qu'on redécouvre des cépages qui étaient, je dis pas qu'ils étaient perdus, mais c'est vrai qu'on sortait de certaines caractéristiques de la typicité de ces cépages, quoi. On est dans une approche très paysanne et artisanale du vin aussi, hein. Voilà, il n'y a pas d'industrialisation. On travaille le plus simplement possible aussi à la cave, hein. Donc pour les blancs, des débourbages très, très courts. Pas d'enzymage, pas de soufre en vinification ni en élevage, levure indigène forcément pour respecter les terroirs. Rien n'est jamais banni, s'il y a un problème, ça ne me dérange surtout pas d'intervenir et de corriger, mais le but c'est justement de ne pas être dans la correction, quoi. Il y a une notoriété qui est naissante, grandissante au niveau de la mondeuse. Et je pense qu'il faut prendre les bons choix en ce moment au niveau de la production et d'arriver à faire des vins très qualitatifs, quoi. Et surtout pas de faire d'erreurs, et ça serait franchement dommage de se planter aujourd'hui, quoi. Bonjour Olivier. Bonjour Laetitia. Alors cette fois-ci, je viens avec un Côte de Provence blanc.
C'est assez rare quand même, hein, du blanc. C'est vrai que la région de Provence est plus connue pour les vins rosés, puisque le soleil du sud, rosé, plage, c'est vrai que ça va bien ensemble, mais il y a quand même une partie de rouge et une petite partie de blanc, qui ne représente pas un énorme pourcentage, mais on trouve des vins blancs avec une belle acidité, il y a des terroirs différents, donc ça je connais ce domaine qui est plus dans les terres, donc on va avoir en même temps une belle structure et puis des acidités assez intéressantes. Donc je pense qu'avec le risotto aux artichauts qui viennent du sud, accord régional, ça va bien aller. Puis avec la chair tendre du veau, le petit croustillant, je pense qu'on devrait faire quelque chose de sympa. Donc aujourd'hui, pour cet accord mets et vins, on va faire un risotto aux artichauts cuit au bouillon et ensuite une escalope de veau panée, tout simplement. Ah bah ça me donne envie tout ça. Allez. On y va? On Allons-y. attaque? Un peu d'huile d'olive. Donc on va faire un petit bouillon de légumes pour le risotto. Donc là on a préparé carottes, oignons, céleri qu'on va faire dorer un petit peu. Voilà. Après on mouillera avec de l'eau mélangée à un petit bouillon de poule. Mais après on peut faire un bouillon maison. Donc moi j'aime bien saler et poivrer un tout petit peu. Ça donne déjà un petit peu... Voilà. Je kiffe. Ouais, je te laisse faire ça. La petite garniture aromatique, on a fait dorer un petit peu. On rajoute le bouquet garni. Oui. Ouais, ça c'est ce qui va nous permettre de cuire notre risotto. Base aromatique pour le risotto. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cuire les artichauts dans le bouillon. Comme ça, on va déjà avoir un petit peu le goût d'artichaut et ça va les cuire. Donc on va laisser cuire 10-15 minutes. Voilà. Et pendant ce temps, on va commencer à paner notre escalope de veau. Donc là, pour paner, voilà, 2 œufs. Un petit bien pour mettre les coquilles, s'il vous plaît, mademoiselle. Allez. On va mettre 2 au cas où pour que ça baigne bien dedans. Tu me dis hein, si je fais mal les choses. Ah, sinon, tu fais Regarde, t'as vu? Regarde, sinon, tu fais comme ça. Allez, ouais, c'est vrai que c'est mieux. Donc pour bien paner l'escalope. Il faut la tremper là Ouais. et l'après la mettre. Donc le truc c'est qu'on va saler. Je sale et je poivre toujours les panures en fait. Ouais. Donc là, on va paner l'escalope de veau. Donc bien à tremper. Voilà. Après on peut très bien on peut la paner 2 fois sinon aussi. Ah, Ouais. 2 fois. Comme ça va remettre bien du croustillant, tu vois. Ah, oui. C'est comme une panure à l'anglaise, sauf que là, au lieu de faire farine, œuf, chapelure, on fait œuf, chapelure. Voilà. Et comme ça, on aura une belle croûte bien croustillante. On va passer notre bouillon. Voilà, donc là, ça a cuit 10 minutes, ça a bien pris le goût. Donc ça, on va le laisser au chaud, à température pas trop chaude. Parce que c'est ce qu'on va rajouter en fait, c'est le bouillon qu'on va rajouter pour cuire le risotto. Il faut que déjà le bouillon soit chaud, sinon à chaque fois ça ne marche pas. Donc toujours un petit fond d'oignon pour débuter la cuisson du risotto. Donc là le bouillon, on le garde bien chaud, juste à frémissement. On va rajouter un peu de vin, si tu veux bien, pendant que je laisse les artichauts qui vont. Oui, tu mets une bonne lichette, histoire d'un... Comme ça? Encore un peu? Voilà. On a sorti tous nos artichauts. Ça, on réserve de côté. Là, on va pouvoir mettre notre riz. Donc environ 50-70 grammes par personne selon l'appétit. Voilà. Et là, on mélange, voilà, on mélange au fur et à mesure. Voilà. On va le laisser bien translucide d'abord. Il y a un peu de translucide comme ça. D'accord. Ça prend 1 à 2 minutes environ. On va le laisser devenir translucide et après on va commencer à attaquer à mettre le bouillon. Ah d'accord, tu le mets petit à petit. Voilà, le risotto il faut rester dessus. Pour environ 15-20 minutes de cuisson et voilà, rajouter au fur et à mesure. Au début on en met 2 ou 3. Et le truc c'est qu'il faut souvent rester en mouvement tout le temps sur le risotto. C'est ça qui va lui donner de l'onctuosité et une cuisson vraiment homogène. Après les artichauts sont cuits. On va les lever. On va finir la cuisson. On va en garder
des demi, quelques-uns pour faire une déco, et puis on va en couper en petits morceaux pour mélanger au risotto. Le risotto arrive à cuisson désirée, donc on va le lier avec le parmesan, 30-40 grammes quoi. Ça a l'air délicieux. Ça va lui donner un peu de liant, un peu plus d'onctuosité. Et là, on va s'occuper de notre escalope de veau. Donc on va bien beurrer, huiler. C'est quoi? C'est 2 minutes de chaque côté, on va dire. Si on a un petit emporte-pièce, on peut faire un petit truc comme ça. Il faut s'amuser à faire des petites décos. Ça donne toujours un peu de style. Quand on reçoit, on aime bien que ce soit joli. On va un peu la détailler. Tu vois, pour faire... Olivier, qu'est-ce que c'était bon? Merci. Merci à toi, je t'en prie. C'était un plaisir de cuisiner pour toi. Bah alors pour te remercier, je t'emmène faire un petit tour dans le Var. Nous allons dans une bastide du 19e siècle, totalement rénovée. C'est sur la route de Calas et ça s'appelle le Château des Demoiselles. Et tu verras, c'est un endroit magnifique et très paisible. Retour à mon pays natal, le plus beau du monde. Bah alors on y va? Allons-y. Allez. Donc, le château des Demoiselles, c'est une très ancienne propriété. L'origine du nom château des Demoiselles remonte au roi Henri IV, à ses 4 filles. Le château des Demoiselles a appartenu à la famille Grimaldi, les ancêtres des princes de Monaco, de 1700 à 1882. Et puis après, ça a appartenu à différentes familles du Var qui se sont succédées. Mes grands-parents ont été propriétaires de cette belle demeure de 1956 à 1978. Et puis nous avons repris cette propriété en 2005. C'est un lieu rempli de charme, avec les vignes qui vraiment sont présentes à tout moment. En face de ce fabuleux rocher de Roquebrune, donc le positionnement géographique est exceptionnel, l'environnement est fabuleux, avec ces platanes centenaires, cette magnifique maison. C'est vraiment un lieu qui respire la quiétude. On a envie de se poser au château des Demoiselles, et tous les gens qui passent dans la chambre d'hôte tombent en admiration du site et ont envie de revenir. On a voulu dans cette maison retranscrire l'univers de la Provence, le côté provençal mais plutôt haut de gamme. Donc on a conservé les sols en ciment et les terres cuites, et puis on a décoré et enchinant en plus dans des antiquaires à l'île sur la Sorgue. Donc derrière moi vous avez une très belle horloge qui était dans une église en Italie auparavant. Et on a voulu mettre des couleurs très douces, très agréables, pour vraiment créer une atmosphère, une belle ambiance, pour que les gens vraiment se sentent bien. Donc nous avons au château des Demoiselles 5 chambres d'hôtes, dont une suite familiale avec 2 chambres et une salle de bain. Et chaque chambre porte le nom d'un cépage de Provence. Alors notre objectif au château des Demoiselles, quand on a repris cette propriété en 2005, elle était tombée un peu à l'abandon, les gens venaient plus trop au caveau, donc on a voulu vraiment relancer cette activité, faire venir un maximum de monde sur le site, qui est très important pour nous. Pour faire connaître le site, faire connaître nos vins. Donc on a monté tout un programme de manifestations, tourné plutôt vers l'outdoor, parce que c'est vrai qu'on a un cadre qui est merveilleux. Donc on a d'une part mis en place des parcours pédestres dans la forêt. On propose aussi dans une partie de la forêt des balades en quad. Et tout au long de l'année, on ponctue par des animations, une journée des vendanges. Au moment de Pâques, on fait une journée Pâques dans les vignes. On a des petites manifestations culturelles. Donc il y a 2 possibilités, soit on loue en chambre d'hôte, donc à la nuitée. Et puis sur certaines périodes, notamment estivales, on va louer à la semaine ou au week-end pour des familles, des gens qui veulent faire une soirée, faire un anniversaire, se retrouver en famille. Donc on loue un petit peu des 2 manières, période hivernale plutôt en chambre d'hôte et période estivale plutôt à la semaine ou au week-end. Entre les vignes, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine avec au programme le portrait de Fabien Duvaux, un jeune vigneron producteur de Saumur-Champigny. Et le Pouille fumé sera mis à l'honneur avec la visite du domaine Taborday. Puis comme d'habitude, nos rubriques avec Olivier, notre chef,
Guilherme, notre sommelier, et Jacques, notre spécialiste. Alors bonne semaine à tous. Entre les lignes, cette semaine. C'est pas ta mise. Mais non. Vas-y pas Olivier. C'est ça? Je pense après un taco. La balle, t'as oui, ça